La liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or est sortie il y a maintenant une semaine. Et après avoir réagi à chaud à cette liste, j'ai fait quelques points sur les faits qui me conviennent pas, sur les joueurs qui me conviennent pas dans cette liste. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui en 5 grands points. 5 grands points qu'on va pouvoir détailler tous ensemble. Et donc, on va pas prendre plus de temps et on va tout de suite commencer par les présences qui ne sont pas méritées d'après moi. Donc je préfère tout de suite vous prévenir, si je dis que la présence n'est pas méritée, je ne dis pas que le joueur est nul. Attention, il faut bien faire la différence. Je dis juste qu'il y a probablement des joueurs qui méritaient plus leur place dans les 30 cette année que les joueurs dont on va parler. Donc on commence avec Erling Haaland. Erling Haaland qui a fait une bonne saison. Attention, une bonne saison sur le plan individuel. Sur le plan collectif, ça a été très compliqué pour Manchester City cette saison, on le sait tous. Haaland, il affiche quand même des très 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 bonnes stats. Il nous a fait une saison à 44 buts, 6 passes décisives en 4922 minutes de jeu, club et sélection confondus. Ça sera toujours le cas au fur et à mesure de la vidéo. Donc on peut pas dire que c'est une mauvaise saison pour sa part, mais pour autant, il y a des joueurs qui ont été bien plus impressionnants cette saison. Donc pour moi, Haaland ne méritait pas sa place. C'est pas un scandale qu'il y soit, mais moi je ne l'aurais pas mis dans mes 30 très honnêtement. On enchaîne avec Bellingham, Jude Bellingham, attention, pas Job, qui vient de signer à Dortmund, attention, à suivre aussi parce que c'est un bon petit profil. Il fait une belle saison, là encore, c'est une belle saison, mais déjà il y a beaucoup moins de stats que l'année dernière. Euh, L'année dernière, c'était beaucoup sur les stats qu'il a réussi à être aussi haut, et aussi par le fait que l'Angleterre est allée très loin à l'Euro, et par le fait que le Real ait à peu près tout gagné. Mais cette saison, Bellingham, il nous fait 16 buts, 19 passes D en 5410 minutes de jeu. Je crois qu'il y a une petite quinzaine de contributions en moins par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas un scandale, encore une fois. Mais moi, je pense qu'il finira dans le top 15, alors que est-ce qu'il méritait d'être dans les 15? J'en suis pas complètement sûr. Est-ce qu'il méritait même d'être dans les 30? Pour moi, non. Et surtout, cette saison, je trouve que son comportement s'est dégradé. La saison dernière, c'était encore relativement calme, mais cette saison, on a pu voir chez beaucoup de joueurs du Real Madrid des comportements qui étaient beaucoup plus rares que ce qu'on a vu cette saison. Je repense à Rudiger et je crois que c'était Vinicius, qui jettent je sais plus quoi en direction de l'arbitre, qui ont même pas pris de carton rouge après ça, je crois. Voilà. Et en parlant de joueurs du Real, on va enchaîner avec le deuxième joueur du Real qui pour moi ne méritait absolument pas sa place cette saison. C'est Vinicius. Alors Vinicius, c'est pas un joueur dont je suis fan. N'importe qui me connaît le sait. Il fait une saison relativement similaire à la dernière sur le plan statistique. Il a fait 23 buts, 15 passes D, 5309 minutes de jeu. Donc c'est pas dégueulasse du tout, hein. Pour un ailier, c'est même du très très bon. Mais le comportement, ça s'est encore dégradé. On l'a vu cette saison. C'est plus du tout en adéquation avec celui qui a gagné le prix du fair play, je sais pas quoi, la saison dernière ou il y a 2 ans. Le mec, il a comme jeté des trucs vers un arbitre sans prendre de suspension derrière. Donc voilà, moi rien que pour ça, honnêtement, je peux pas le nominer. Et dans le jeu, faut en parler parce que il ressemble de plus en plus à une parodie de lui-même, sachant que déjà, je trouvais qu'il jouait comme une parodie de Neymar. Ça commence à faire beaucoup. Et il finit avec aucun titre majeur. C'est pas la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta et c'est pas la Coupe intercontinentale contre Pachuca, Toluca, je sais plus, honnêtement. Trophée tellement bidon que moi je le prends pas en compte dans les critères intéressants sur le Ballon d'Or. On enchaîne avec Denzel Dumfries. Denzel Dumfries qui lui, à contrario des précédents, fait peut-être la meilleure saison de sa vie. Il est en ballottage avec un autre joueur pour le poste de 2 ou 3e meilleur latéral droit de la planète. Latéral, piston, on va prendre tout ensemble. On va pas faire la distinction parce que sinon ça va être très compliqué. Mais il fait une top saison. C'est un joueur qui est décisif dans les grands moments, qui a manqué aussi parfois.
qui se retrouve avec un palmarès vide alors qu'il a des stats absolument exceptionnelles. Il fait du 15 buts, 8 passes décisives en 3932 minutes de jeu cette saison. Pour un mec qui joue latéral slash piston, il joue vraiment plus haut que latéral pour le coup. Euh, mais même si lui a été très bon en général dans les matchs décisifs, son club, l'Inter Milan, fait une saison blanche au final. Ils ont très bien figuré absolument partout, mais ils ont gagné nulle part. Et ça, je pense que c'est un point important dans les critères d'attribution du Ballon d'Or et de la liste des 30. Quelqu'un qui va avoir même une Europa League, je sais pas, une Europa League, une Coupe d'Italie, ça vaut plus pour moi que une finale de Ligue des Champions, plus une défaite en finale de Coupe d'Italie, plus une Super Coupe d'Italie, etc., etc. Donc Dumfries, voilà. La présence dans les 30, elle est pas choquante. Attention, elle est vraiment pas choquante pour le coup. Si je devais en garder un des 5, ça serait soit lui, soit celui dont on va parler juste après. Mais par rapport aux joueurs dont on va parler un peu plus tard, je pense qu'il le méritait peut-être un peu moins. Et on finit cette première partie avec Cole Palmer. Cole Palmer qui fait une saison beaucoup moins impressionnante que la dernière. Cette saison, il fait quand même, parce que faut relativiser, hein, quand je dis que c'est une moins bonne saison, il fait 18 buts, 14 passes D. Encore une fois, c'est des top stats. 4471 minutes de jeu cette saison. Mais quand on compare à la saison dernière où Palmer finit 25e, il finit 25e alors qu'il avait fait une saison à 29 buts, 16 passes décisives en 4007 minutes de jeu. Il y a 463 minutes de jeu en moins par rapport à la saison dernière. Et la saison dernière, il marque en finale de l'Euro. Il perd la finale, mais il marque en finale de l'Euro. Euh, cette saison, je vais revenir sur un truc. La saison dernière, pour moi, il méritait très largement le top 10. Même s'il n'y a pas de grands titres, tout ça, la saison dernière, la saison qui sort, pour la première vraie grosse saison en pro qu'il fait, où il est titulaire, tout ça, pourquoi il n'est pas dans le top 10 en fait? Donc cette saison, il gagne quand même la Conference League, faut pas négliger. Faut pas négliger, c'est une belle coupe honnêtement. Moi j'ai beaucoup de plaisir à regarder la Conference League. Il remporte la Coupe du Monde des clubs. Je crois qu'il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, si je dis pas de conneries. Il finit meilleur joueur des deux finales, ça c'est sûr, c'est le MVP des deux finales, Conference League et Coupe du Monde des clubs. Euh, Oui, oui, c'est le MVP de la Coupe du Monde des clubs. Mais en Conference League, je crois qu'il a pas tant joué que ça. Vous me corrigerez, mais je crois qu'il a pas beaucoup joué. Il n'a pas été si impressionnant que ça. Euh, Par contre, Coupe du Monde des clubs, très très fort, hein, attention. Mais je pense que si l'arrêt des votes se fait juste après la finale, on va dire la finale de la Ligue des Nations. J'avais noté la finale de Ligue des Champions, mais plutôt la finale de la Ligue des Nations. Si les votes s'arrêtent à ce moment-là, Palmer ne fait jamais partie même du débat sur est-ce qu'il devrait être dans les 30. Et pour moi, au final, vu la saison, vu le palmarès, tout ça, c'est pas un scandale qu'il y soit, mais il y a des joueurs qui le méritaient un poil plus pour moi. Mais voilà, entre Dumfries et lui, je pense que c'est les deux où c'est les moins scandaleux qui soient présents dans les 30 au final. On passe à la deuxième partie, donc ceux que j'avais pas mis moi initialement dans mon top 30 que vous aviez juste en dessous de ma tête dans la vidéo précédente, mais qui au final, après réflexion tout ça, oui, ils méritent d'y être. J'en ai mis que deux du coup. C'est Van Dijk et McAllister. Donc pourquoi je fais le choix de mettre ces deux-là? Bah, tout simplement parce que Liverpool la saison dernière, ça a été une colonne vertébrale qui s'est axée sur quatre joueurs. Au gardien Alisson, en défense Van Dijk, au milieu McAllister, en attaque Salah. Ils ont été très bien entourés, pas de souci là-dessus. Mais les quatre joueurs qui ressortent de la saison dernière à Liverpool, c'est ces quatre-là. Ils passent très proches de faire de très grandes choses la saison dernière. Leur saison, elle se joue sûrement à une séance de tir au but, littéralement. S'ils tombent pas sur Paris
En, en huitième de finale, je pense qu'ils finissent beaucoup plus haut dans le classement en Ligue des Champions. Ils finissent premier de la phase de groupe d'ailleurs, je crois. Donc voilà, Van Dijk, il a été absolument exceptionnel. Ça reste le très grand défenseur qu'on connaît. Même si la stat sur les dribbles d'il y a quelques années là, il était complètement fausse. Et McAllister, bah que dire en fait. Genre depuis 2022, c'est devenu littéralement un des meilleurs milieux de la planète et même un des meilleurs joueurs de la planète. Le gars, c'est une tour de contrôle au milieu. Il sait tout faire. C'est un mec qui est technique. Et je te parle pas de faire des grandes roulettes, des petits ponts, machin, tout ça à tout bout de champ. Moi, je te parle de la belle technique. Le mec qui va t'apporter la belle passe au bon moment, tu vois. Et pour ça, Alexis McAllister a été vraiment excellent la saison dernière. Et alors, je pense que je le mets dans les trois quatre derniers sur les 30, mais il mérite d'y être. Pour ça, aucun souci. Si tu es encore sur la vidéo, c'est qu'à minima il t'intéresse ou peut-être qu'elle te plaît. Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que tu penses de mon classement, de mes choix, et à pourquoi pas me proposer tes choix à toi sur ton classement du Ballon d'Or. Sur ce, on reprend tout de suite avec la troisième partie. On passe à un sujet qui va être un peu plus compliqué. Les présences qui ont beaucoup fait débat sur Internet depuis une semaine, mais avec lesquelles je suis complètement d'accord sur la présence dans le top 30. Donc j'en ai noté 5. 5, 3 buteurs, un milieu offensif et un box-to-box. On va commencer avec les buteurs. Donc je vais commencer en parlant de Serhou Guirassy. Guirassy qui la saison dernière pour sa saison à Stuttgart n'avait pas été nominé. Et je pense que la saison dernière il ne méritait pas d'être nominé, il ne devait pas être très loin. Mais il manquait un petit truc, vu qu'il jouait à Stuttgart. Mais cette saison, première saison à Dortmund, très gros transfert. Enfin, très gros, pas tant que ça au final. Je crois qu'il n'avait pas coûté plus de 20 millions. Mais il fait une saison exceptionnelle. Faut juste le dire en fait. Dortmund cette saison, ça n'a pas été du tout. Guirassy cette saison, c'est 44 buts, 9 passes décisives en 4549 minutes de jeu. Donc le mec, il est décisif plus d'une fois par 100 minutes de jeu. Donc si tu considères que il y a 96, 17 minutes de jeu par match, et bah le mec il est décisif une fois par match tout au long de la saison. Donc ça c'est de la stat absolument exceptionnelle. Et autre truc, dans une saison qui n'a pas été folle pour Dortmund, il finit co-meilleur buteur de Ligue des Champions. Il a été excellent dans les grands matchs. Il a failli faire une remontada tout seul contre le Barça, contre le très bon Barça de cette saison. Et il finit co-meilleur buteur de la Ligue des Champions en jouant 2 matchs de manque Rafinha, du coup. Et après cette grosse saison, il refinit co-meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Et je me rappelle même plus du parcours de Dortmund. Ils sont sortis par le Real, je crois, si je dis pas de conneries. Mais voilà, pour moi, la présence de Guirassy, elle est logique cette saison. Il a porté un club à lui tout seul et il a porté un club dans les grandes compétitions. Donc, il mérite sa place, totalement. Deuxième nom que j'ai noté, et ça j'ai halluciné en voyant ça, Victor Gyökeres. Alors, comment des gens peuvent ne pas mettre ce mec dans leur top 30? Je crois que sur mon premier classement, je le mettais même dans le top 10, honnêtement. Le mec, il a été énorme. C'est de très loin le joueur le plus décisif d'Europe. J'ai noté des 10 grands championnats parce que, respect hein, pour le championnat hongrois, mais ce qui se passe à Ferencváros, ça va pas influer ce qui se passe au Ballon d'Or. Donc j'ai noté dans les 10 grands championnats. Vu que la Belgique, la Turquie, les Pays-Bas, le Portugal et je crois que c'est la Pologne le dixième, c'est quand même assez des championnats assez compétitifs pour faire de bons résultats en Europe, comme on le voit régulièrement, et donc pour lesquels on peut avoir un intérêt à se pencher sur les joueurs pour le Ballon d'Or. Et donc Joe qui reste cette saison, 63 buts, déjà c'est de très loin le meilleur buteur en Europe, et 17 passes décisives. Il sort 17 passes décisives quand même, en seulement 4776 minutes de jeu. Le mec il est décisif une fois et demie par match.
sur une saison entière. Guirassy, c'était déjà énorme. Mais alors là, une fois et demie par match, il est décisif. Il finit soulier d'or européen non officiellement. D'ailleurs, ça, un jour, faudra en parler. Parce que l'arnaque des doubles points seulement dans les 5 grands championnats, alors que qu'est-ce qui différencie honnêtement un. Je sais pas, je vais prendre un club au pif, désolé, hein, mais Lecce en Serie A, qu'est-ce que ça a de meilleur que le Vitória Guimarães au Portugal? Pour moi, pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est plus dur de marquer contre Lecce que de marquer contre le Vitória Guimarães? Je pense pas. Après ça, c'est un débat qu'on pourra avoir. Mais voilà, il prend quelques titres aussi, faut le rappeler. Il remporte le championnat, meilleur joueur du championnat, si j'ai pas de conneries, ça m'étonnerait pas. Il remporte la coupe et il perd en finale des deux autres coupes, genre la coupe de la Ligue et la Super Coupe du Portugal. En plus de faire un parcours pas dégueu du tout en Ligue des Champions, faut le dire quand même. Son triplé contre City, tout le monde y pense encore. Enfin voilà, pour moi, Gyökeres, aucun débat. Robert Lewandowski. Lewandowski, pareil, je comprends pas le débat. C'est très très bête pour lui. Parce que sa fin de saison, elle est complètement gâchée par les blessures. S'il avait pu être à fond sur les deux matchs de Ligue des Champions contre l'Inter, je pense que le résultat aurait sûrement été différent. Il fait quand même de très grosses stats. 44 buts, 5 passes D en 4320 minutes de jeu. Il finit troisième buteur de LDC, il fait le triplé national, et c'est le septième joueur le plus décisif des 10 grands championnats. Ça, la stat, elle prend pas en compte, par contre, quand je dis ça, ça prend pas en compte l'équipe nationale. Donc, je comprends pas le débat, encore une fois, sur Lewandowski. On enchaîne avec un petit milieu box-to-box qui a fait débat aussi, de manière incompréhensible. Scott McTominay. Alors, qu'est-ce qui se passait à Manchester United? Pourquoi Manchester United, les différents coachs à United, se sont entêtés depuis 10 ans à le faire jouer comme numéro 6, alors que ce mec a toujours joué numéro 8, voire numéro 10 en équipe d'Écosse, et qu'il a toujours été excellent. Il me semble que pour les qualifs à l'Euro l'année dernière, je crois que c'était le meilleur buteur de la zone Europe. Enfin, de la zone, oui, du coup, oui. Mais je crois que pour les qualifs à l'Euro, il avait fini meilleur buteur de tous les groupes de qualification confondus, pour un milieu box-to-box slash numéro 10 en équipe nationale. Et cette saison, 16 buts, 6 passes D, sans jouer de Coupe d'Europe, donc il joue seulement 3807 minutes. Il joue les 3 quarts, peut-être même un peu plus, mais en gros 3 ou 4 matchs sur 4 ou 5. Comme numéro 8, ça lui arrive de jouer un peu plus haut. Je crois pas qu'il ait joué plus bas par contre cette saison. Meilleur joueur de Serie A, faut quand même le préciser. Parce que même si le collectif de Naples a été exceptionnel, le joueur qui ressort cette saison, c'est McTominay. Et pour moi, l'image qui ressort de cette saison, c'est le but qu'il met lors de la dernière journée pour offrir le titre à Naples. Genre, ça, moi, à sa place, je l'ai affiché en grand dans mon salon en 2 mètres sur un quoi. C'est le moment marquant de sa carrière, je pense, de mettre un tel but qui offre un tel titre à ce club. Et du coup, un mec qui a réussi à arriver si haut pour sa première saison, encore une fois, dans un club comme Naples, doit absolument être dans les 30 du Ballon d'Or. Et on finit avec un petit génie, tout simplement. Florian Wirtz. Il fait une très belle saison qui a été un petit peu minée par les blessures aussi. La saison dernière, il avait fini que 12e. Moi, je trouvais que c'était un scandale aussi. Vu ce qu'il avait fait la saison dernière. Les gars, ils ont perdu un match sur la saison. Wirtz a été exceptionnel absolument tout le temps. Je me demande encore si le match qui gagne 4 ou 5-0 pour le match qui valide leur titre. Je me demande encore si c'est pas la plus belle performance d'un joueur que j'ai vu de ma vie. Le match de Florian Wirtz s'est à montrer dans absolument toutes les écoles de football de la planète. Mais on parle que de cette saison. Et cette saison, il fait quand même 20 buts, 18 passes D en 3974 minutes. Donc c'est très peu de minutes hein, par rapport aux autres joueurs. Quand on compare avec Cole Palmer, vu qu'ils ont des stats à peu près similaires, Palmer, on avait dit, c'est 18 buts, 14 passes D, pour un poste qui est relativement similaire, en 4471 minutes de jeu.
Donc 32 contributions en 500 minutes de plus, quand Wirtz il en a 38. Donc Palmer, j'ai pas vu tant de débats que ça sur lui, alors que Wirtz, je vois beaucoup de débats. Il a des très bonnes stats qui pourraient être mieux, attention. Mais ça souligne pas du tout ce qu'il apporte et ce qu'il a apporté dans le jeu du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Je sais pas depuis combien de temps on avait vu un mec aussi bon au poste numéro 10 dans son rôle de meneur de jeu. Je sais pas depuis combien de temps on n'avait pas vu ça en Bundesliga. Mais moi j'ai des étoiles dans les yeux quand je vois jouer Florian Wirtz, tout simplement. Il remporte la Super Coupe d'Allemagne. C'est pas hyper important comme titre, mais il faut quand même le noter. Et donc pour le joueur que c'est, il mérite tous les jours d'être dans cette sélection du Ballon d'Or. On passe aux quelques grands absents que j'ai vu passer sur les réseaux et auxquels j'ai pensé aussi, mais que je mets pas. Je mets pas parce que les 5 que je mettrai juste après font pour moi des meilleures saisons. Donc on commence avec la charnière d'Arsenal, Gabriel Saliba, top défensivement. Gabriel méritait sûrement plus que Saliba cette saison, parce qu'il a été exceptionnel toute la saison, mais il se blesse fin mars, début avril, je sais plus exactement. Mais il se blesse, Kivior prend très bien sa place, mais Gabriel top saison, il marque dans des moments très importants en plus. Saliba derrière, il fait une fin de saison absolument exceptionnelle. Mais Saliba nous a peut-être habitués un petit peu mieux. Je dirais pas qu'il a régressé, mais qu'on pouvait s'attendre peut-être un poil mieux de sa part quand on connaît le joueur. Mais Gabriel, je pense qu'il a fait la saison de sa vie. Et heureusement pour Paris qu'il n'était pas là, je crois, sur la double confrontation, parce que ça aurait peut-être changé des choses. On fait un tir groupé avec les joueurs de l'Inter, donc j'en ai mis 4. Barella, Di Marco, Sommer, Thuram. Ils font tous des très grosses saisons. Attention, mais je vais ressortir la même chose que pour Dumfries. Déjà, ils font une saison blanche. Ils font une très grosse saison, mais c'est une saison blanche au final. Donc c'est triste pour eux, parce qu'ils méritaient sûrement tous d'être dans le top 30 s'ils avaient pris ne serait-ce qu'un ou deux titres dans la saison. Mais vu qu'ils prennent rien au final, moi je ne me vois pas les mettre dans le top 30. Barella, c'est un des 5, 6, 7, 8 meilleurs de la planète à son poste. Il est exceptionnel, ça fait des années. Il mérite peut-être d'aller jouer un cran au-dessus. Attention, l'Inter, c'est déjà un top 6-7 sur la planète foot, hein. Mais moi, Barella, je l'imagine trop dans le milieu du Barça, concrètement. Ce mec, il a l'ADN en tout cas. Di Marco, pareil, c'est un des meilleurs pistons latéraux gauche de la planète. Mais chaque fois que je l'ai vu jouer cette saison, j'ai dû voir une dizaine de matchs de l'Inter. J'ai toujours l'impression qu'il sort entre la 60 et la 70e. J'ai l'impression qu'il est complètement cramé alors qu'il n'est pas si vieux que ça. Et moi, je me vois pas mettre un mec qui a besoin d'un déambulateur 30 minutes par match dans mon top 30. Mais en termes de niveau pur, très très fort. Marcus Thuram, il fait une très belle saison. Il a de bonnes stats. Très très bon en Serie A. Très très bon sur FIFA aussi en début d'année. On n'a pas oublié sa carte à 85. Mais il y avait tellement d'attaquants qui ont fait des plus belles saisons que lui, que ce soit au niveau statistique, que ce soit au niveau du jeu ou que ce soit au niveau du palmarès, que je pouvais pas le mettre. Et enfin, Yann Sommer. Yann Sommer, c'est un gros débat que j'ai eu. C'est que pour moi, actuellement, c'est le deuxième meilleur gardien de la planète. Le mec, chaque fois, il fait dans les grands matchs, il est toujours immense. Alors, je vais peut-être pas parler de la finale de Ligue des Champions là, parce que là, c'est toute l'équipe de l'Inter qui est passée complètement à côté. Mais quand tu vois sa double confrontation contre le Barça doit mettre 15 buts sur les deux matchs. Il en sauve 10, quoi. Absolument exceptionnel. Et je comprends pas, parce qu'il est vraiment jamais cité comme faisant partie des meilleurs gardiens de la planète, alors qu'il l'est. Il l'est, très clairement. Rien à dire là-dessus. On passe à un profil complètement différent. Omar Marmouche, il a été top de A à Z. Il fait une demi-saison exceptionnelle à Francfort. Il finit la saison avec quand même 28 buts, 17 passes D en tout. Moi, j'ai pas oublié ses back-to-back de coups francs en début de saison à Francfort. Fallait être là quand même.
28-17 du coup en 4303 minutes de jeu, c'est très très honnête. Il a très bien réussi son adaptation à City, alors qu'en plein mercato hivernal, on sait que c'est compliqué. Mais les joueurs recrutés par City au mercato hivernal cette saison, Kuzanov, il s'est imposé direct. Après, City a fait quelques magouilles pour ne pas payer plus d'argent à Lens, mais c'est devenu très vite un des piliers de la défense de Guardiola. Marmouche, trop fort. Bravo le foot. Victor Reis, j'attends de voir, parce que c'est un bon potentiel, mais là il est parti en prêt, on verra bien. Et par contre, Nico, un peu déçu. Un peu déçu par Nico, mais je m'attends à ce que ça s'améliore s'il part pas. S'il part pas, va y avoir un peu plus de place au milieu, donc j'attends beaucoup de ce mec. Ce qui m'avait beaucoup tapé dans l'œil au Barça à l'époque. Mais du coup, Marmouche, il y est pas parce que ces deux équipes gagnent rien sur la saison au final. Palmarès vide, donc ça pardonne pas quand il y a 15 attaquants qui ont des meilleurs palmarès et des stats similaires, quoi. On passe à un joueur qui a des stats à peu près similaires, qui lui aussi faisait sa première saison dans un nouveau club. C'est Julian Alvarez. L'Argentin, il a été énorme. L'Atlético méritait sûrement de faire mieux en Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, Alvarez n'avait jamais touché deux fois le ballon. Ça a été prouvé depuis, donc voilà. Il fait 33 buts, 10 passes décisives dans l'équipe de l'Atlético. C'est quand même très très fort. 33 buts à l'Atlético. 4814 minutes de jeu, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est moins que celui qu'on va voir après, mais c'est quand même énorme. Et ça a été un des meilleurs joueurs de Ligue 1, tout simplement. Je crois pas qu'il ait été mis dans l'équipe de l'année, mais il n'aurait pas volé sa place, honnêtement. Et il a été bon dans toutes les compétitions. Il a été bon, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga ou à la Coupe du Monde des clubs. Mais vu que palmarès vide, encore une fois, tu fais une saison à 45 contributions de but, bah aujourd'hui c'est plus suffisant quand tu es un attaquant. Euh, Est-ce que c'est triste? Est-ce que ça l'est pas? Moi je suis content de voir des joueurs avec des très grosses stats, mais normalement à l'époque, une saison comme ça, t'étais ballon d'or, quoi. On passe à Fede Valverde. Fede Valverde, sûrement le meilleur joueur du Real cette saison, honnêtement. Ça se joue entre lui et un dont on taira le nom parce que je l'aime pas. Je suis pas le plus grand fan de Valverde non plus, mais Valverde, c'est le joueur le plus utilisé d'Europe cette saison. À vérifier parce que dans les divisions, genre en Championship où il joue 48 matchs de championnat, 46 matchs de championnat sans les playoffs, tout ça, il y a peut-être à creuser. Mais du coup, 6123 minutes de jeu, il fait 12 buts, 8 passes D. C'est excellent. C'est vraiment excellent pour un joueur qui a joué à 6 postes différents au fur et à mesure de la saison. Le mec, il a joué ailier droit, arrière droit, milieu central, numéro 10. Je crois il a été déporté milieu gauche à un moment. Trop fort, juste trop fort. Il sait être décisif dans les gros moments. Et lui aussi paye sûrement le palmarès vide de titres majeurs du Real. On passe à un des noms que moi j'avais mis dans mon premier top 30 que j'avais fait dans ma tête début juin, mais que je mets finalement pas de très peu, comme le joueur suivant, dans mes 30. Donc on va parler de Brennan Johnson, c'est très sûrement le joueur le moins connu de la liste, mais ça a été de très loin le meilleur joueur de Tottenham cette saison. C'est pas très compliqué, vu la saison de Tottenham. Mais ça reste quand même un mec qui a fait 21 buts, 8 passes D. Donc c'est des très bonnes stats pour un mec qui est lié. 3977 minutes de jeu, ce qui est pas énorme du tout. Donc il est quand même sur 29 buts en un peu moins de 4000 minutes de jeu. C'est très honnête, c'est une contribution tous les matchs ennemis, encore une fois. Et il offre l'Europa League à Tottenham. Alors la finale était horrible, mais il met le but le plus important de Tottenham au XXIe siècle. Le troisième but de Lucas, ça aurait pu l'être, mais vu qu'ils font rien derrière, au final, Tottenham en finale, eh bah, le but le plus important de l'histoire moderne de Tottenham, bah, c'est le but de Brennan Johnson en finale d'Europa League. Et pour ça,
il méritait d'être dans les 30. Il nous en reste plus que 3 et c'est sûrement les 3 qui auraient le plus mérité d'y être, mais ça passe encore une fois à très peu de choses. Même profil du coup en termes de contribution que Brendan Johnson. On va parler de Bruno Fernandes. Saison absolument horrible à United, mais il a porté l'équipe à bout de bras encore une fois. Alors il était peut-être un peu moins isolé quand même que Johnson, vu que bah, je trouve que Maguire a fait une très bonne saison, que Amad Diallo a été excellent. Pour le coup, à United, il y avait quand même quelques motifs de satisfaction. Mais du coup, Bruno Fernandes fait une très grande saison. Il fait 21 buts, 22 passes D, 5800 minutes de jeu, 5802 pour être exact, dans une équipe horrible. Il prend la Nations League en plus. Si je dis pas de conneries, il y était. Euh, il mérite. Il méritait dans les 30. Un peu moins que les suivants qu'on va voir. Mais il fait une grande saison. Il fait une très grande saison, encore une fois. Et je sais même pas quoi dire, parce qu'en fait, on le connaît maintenant, Bruno. Et ça fait des années qu'il est un peu seul dans cette équipe de United. Mais moi, j'aimerais beaucoup le voir ailleurs, parce qu'il mérite d'avoir une équipe bâtie autour de lui. Ce mec, c'est un grand numéro 10, c'est un grand milieu offensif. Je suis pas le plus grand fan de Bruno Fernandes. Ça arrive qu'il m'énerve passablement, mais ce mec, c'est un grand numéro 10, les gars. On passe sur la 32e marche du podium, du coup. On passe à Alisson Becker. Saison exceptionnelle, meilleur gardien de PL. Il prend que 34 buts sur la saison, c'est très peu. Il fait 17 clean sheets sur 40 matchs, donc quasiment un match sur deux de clean sheet. C'est très très fort. Et ça, c'est Liverpool et Brésil confondus. Euh, il fait des arrêts exceptionnels. Moi, je repense à son match aller contre le PSG. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Waouh! Il mérite probablement le top 30. Il doit pas en être loin du tout, honnêtement. Et je pense qu'il finira deuxième au trophée Yashin derrière Donnarumma. Même s'il y a Sommer qui est là aussi. Ça va jouer entre les deux pour la deuxième place. Mais le Yashin, il est déjà sécurisé par Gigio Donnarumma, je pense. Dont on pourra reparler aussi pour la manière dont il se fait jeter comme un malpropre du PSG. Très déçu du club sur cette situation. Et donc on finit au bord du top 30 peut-être avec Jules Koundé. Jules Koundé, là aussi, il fait une top saison. Il a été impressionnant dans tous les aspects du jeu, au poste de latéral droit, alors que c'est pas son poste. Encore une fois, quand Pavard il jouait latéral droit, bah, on voyait que c'était pas son poste, parce que défensivement c'était compliqué, offensivement c'était compliqué. Mais Pavard, par contre, quand il joue dans une défense à 3, il est exceptionnel. Mais Koundé, oh là 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 là, merci monsieur. Habille-toi comme tu veux, t'as le droit de venir en jupe au rassemblement de l'équipe de France. Si t'affiches le même niveau avec l'équipe de France qu'avec le Barça, tu viens même en crop top avec une jupe, avec des Birkenstock, je ne te dirai rien. Euh, Sûrement le deuxième meilleur latéral de la planète. Enfin, latéral droit, en duel avec Dumfries dont on a parlé. Il fait quand même quelques stats pour un joueur qui est moins offensif que Dumfries. 4 buts, 8 passes D. Il a fait un triplé, je crois, de passes D dans la saison. 5087 minutes, ça a été une très très grosse saison aussi, donc je peux comprendre qu'il s'en soit plaint à plusieurs reprises. Mais je pense que sur un an, tu me demandes de jouer 5087 minutes au foot pour être payé 14 millions à l'année. Euh, je le fais, Jules. Je le fais sans problème. Il fait le triplé national. Il est blessé contre l'Inter. Et ça tue sûrement le Barça. Euh, Parce que les joueurs de l'Inter auraient peut-être été un peu moins libres qu'avec ce bon vieil Hector Fort. Il méritait sûrement d'être dans les 30 aussi, mais il n'y a que 30 places. Et pour moi, il y a 5 grands absents qu'on va tout de suite voir. Et il y en a, pour moi, 3 pour lesquels c'est vraiment un scandale de ne pas les voir. Les deux premiers, c'est pas forcément un scandale, parce que c'est vraiment sur de l'opinion personnelle, et du coup, bah, c'est subjectif. Donc, c'est par rapport à mes affinités au football. Mais les 3 derniers, c'est une honte qu'ils soient pas dans les 30.
Et donc, on démarre cette liste des 5 grands absents avec Bastoni. Donc, c'est un des 4 meilleurs défenseurs de la planète. Je pense que cinquième, sixième, je mets les deux défenseurs d'Arsenal, Gabriel et Saliba, dont on a parlé tout à l'heure. Quatrième, je mets Bastoni. Troisième sur la saison, je mets un qu'on verra un tout petit peu plus tard, vous vous en doutez sûrement. Deuxième, je mets Van Dijk. Et premier, je mets le dernier joueur qu'on verra aujourd'hui sur les défenseurs centraux cette saison. Mais il a été impressionnant absolument dans tous les domaines cette saison. La progression dans le jeu qu'il a eu depuis 2 ans au point de devenir un des capitaines de l'Inter, clairement, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale de l'Inter, c'est bon, le milieu. Tu peux en mettre deux au milieu, tu peux mettre Barella, tu peux mettre Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, on n'en a pas parlé, mais il devait pas être très très loin non plus. Mais tu mets Lautaro en attaque avec Barella au milieu, Bastoni en défense, Sommer au goal. T'as déjà une colonne vertébrale très solide pour ton équipe. Et du coup, bah là aussi, il a sûrement payé les défaites dans tous les grands matchs pour l'Inter. Il fait quand même quelques stats, attention. 2 buts, 6 passes D en 5096 minutes. Il joue quand même 67 matchs sur la saison. Euh, et du coup, dans les absents, j'ai fait le choix de mettre, par rapport à mon classement que j'ai refait après ça, dans mon classement à moi, il finissait 28e. On passe à un, j'aurais beaucoup aimé le voir. Déjà parce que c'est un Français, et ensuite parce que bah, j'ai été très longtemps hypé par ce joueur, puis il m'a beaucoup déçu. Puis là, cette saison, il a réussi à revivre, et ça fait plaisir. Ça inaugure que du bon pour lui. Ryan Cherki, énorme saison dans le brouillard de l'Olympique Lyonnais. Entre les différentes sanctions annoncées, tout ça, bah lui, il a toujours été juste trop fort au football. Il a eu des moments de classe absolue. Il fait une saison à 16 buts, 25 passes décisives en 53 matchs. Mais attention, là, il est décisif 41 reprises sur la saison. Il joue pendant 53 matchs, mais il joue que 3511 minutes de jeu sur la saison. Oui, oui, oui. Il joue 3511 minutes sur la saison. Il finit meilleur jeune joueur d'Europa League. Il doit pas être très loin de prendre le titre de meilleur joueur. Je crois que c'est Romero de Tottenham qui le prend. Mais je pense que ça se jouait entre du coup Romero, Bruno Fernandes et Ryan Cherki. Euh, on peut parler de ses débuts en sélection avec l'équipe de France. Il a réveillé un collectif qui était endormi, qui se faisait éteindre contre une magnifique équipe d'Espagne. Et la phrase que j'ai notée sur lui, c'est que c'est un talent brut qui a enfin compris comment se polir de lui-même. Et dans mon classement du Ballon d'Or, il devait finir 25e. On passe à Marquinhos, donc pour moi le troisième meilleur défenseur central de la planète. C'est le capitaine du meilleur PSG de l'histoire, tout simplement. Cette saison, ça a été une renaissance pour lui. Ça faisait quelques saisons que ça avait été très compliqué, notamment depuis 2022, je dirais depuis la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, il a été très mauvais. Moi, je me rappelle du match, c'est quoi? C'est la Croatie, où il fait pas l'effort défensif nécessaire pour revenir sur l'égalisation de la Croatie. Quand tu vois que c'est Neymar qui est blessé, qui vient et qui arrive le premier pour faire le retour défensif, moi j'en ai voulu à Marquinhos parce que tu nous as privé d'une demi-finale Argentine-Brésil, mec. Après, je crois qu'il rate son penalty en plus. Pas du tout un bon moment pour lui. Ensuite, quelques mois plus tard, il y a je crois que c'est quelques mois plus tard, qu'il y a l'histoire du faute de Benzema ou pas. Non, c'est peut-être la saison d'avant, je sais plus. Mais en tout cas, ça a été très compliqué pour lui. Et là, cette saison, bah, une renaissance tout simplement. Il joue 58 matchs, il met 3 buts, 4920 minutes de jeu. Pas des top stats, mais c'est devenu le capitaine du Brésil depuis que Neymar est absent. Et on a eu affaire à un patron. On a juste eu affaire à un patron. Et pour ça, bah, juste bravo Marquinhos. Moi, dans mon classement, il devait finir 19e.
C'est le capitaine, c'est lui qui a soulevé la coupe. Point. Ils ont tout gagné, Paris. Les 11 titulaires, vu le niveau de jeu, les 11 titulaires et le numéro 12, parce que ça s'est joué avec 4 attaquants sur la saison. 5 même, je dirais, mais Ramos était peut-être un peu plus loin que Bradley Barcola, dont on va parler maintenant. Euh, il méritait aussi. C'est un des joueurs les plus décisifs d'Europe. 23 buts, 21 passes D en 64 matchs, mais là seulement 4336 minutes de jeu. Donc là aussi c'est relativement peu. Euh, il a joué à tous les postes en attaque, il a joué à gauche, à droite, il a dépanné en pointe. Ça a été le meilleur joueur de Ligue 1 et de très loin pendant 6 mois. Donc de août à janvier, ça a été le meilleur en Ligue 1. Ensuite, il a beaucoup moins joué du coup. Mais il a complètement débloqué le PSG face à City. C'est son accélération et son but en solo qui ont changé la saison du club, qui ont fait passer la saison du cauchemar dans lequel était le PSG juste avant le match contre City à une équipe qui s'est métamorphosée. Et grâce aussi à l'arrivée de Kvaratskhelia, faut pas se mentir, il a tellement apporté. On pourra en reparler, mais pour moi, c'est peut-être la plus belle recrue hivernale de tous les temps. Il a parfois manqué de finition, Barcola. Son action en finale de la Ligue des Champions, il réussit le plus dur. Je crois qu'il dribble deux ou trois joueurs. Et là où Mbappé l'aurait peut-être mise, lui, en la plaçant vraiment ras du sol, au ras du poteau, Barcola a tiré juste à côté. Donc il a manqué de finition. Mais encore une fois, c'est un très jeune joueur. Il a 22, 23 ans. Et même en manquant de finition, il met 23 buts cette saison. Donc il est encore très jeune, il a des top stats, il a des moments de très grande classe sur la saison, des moments mémorables, et ça joue normalement au Ballon d'Or. Et pour moi, il méritait de figurer très très haut dans le classement. Je l'avais mis dans mon top 10 sur le tout premier classement que j'avais fait, je sais plus, 9, 8, 9, 10e, quelque chose comme ça. Mais là, dans mon classement actuel, il devait finir 11e. Et au final, il est même pas nominé. Et on va finir, vous l'avez déjà deviné, le plus grand absent selon moi, c'est le meilleur défenseur de la saison, William Pacho, le meilleur défenseur de la planète cette saison. Une première saison absolument exceptionnelle, il est arrivé contre 40 millions. Je me rappelle des moqueries l'année dernière, à la même période. On est le 13 août, il est 3h47 au moment où j'enregistre ça, il y a un an tout pile. Les gens ne savaient pas qui était William Pacho au moment où il joue encore à Francfort. Paris le signe pour 40 millions, les gens rigolent. Ça parle de Mercato Europa League, comme à chaque fois que Paris signe pas un joueur à 75 millions. Euh, mais au final, c'est un défenseur très propre. Sur la saison, il prend deux cartons jaunes et un carton rouge en 57 matchs. Et là, il les a joués quasi tous en même temps. Parce que Barcola, il a joué 64 matchs, mais 4330 minutes. Pacho, 57 matchs, donc 7 de moins. Mais il joue 5445 minutes. Il joue 1000 minutes de plus que Barcola. Il a des actions de très grande classe lui aussi. C'est contre, ouais, c'est contre Villa. Le sauvetage sur la ligne, non, mais devant la ligne, à quelques minutes du terme, dans un moment de grande faiblesse du PSG, il réussit à faire le sauvetage nécessaire au bon moment. Et sans lui, tu mets Beraldo titulaire sur la saison, Paris ne gagne jamais cette Ligue des Champions. Donc il fait partie des très grands noms qui ont porté le PSG. Euh, il a tout gagné. Puis je sais, en fait, tout a déjà été dit sur lui. Je suis pas le premier à le dire, hein, mais Pacho, moi je le mettais dans mon classement. C'est celui qui finit le plus haut. Du coup, j'ai fait du plus haut au plus bas. Dans mon classement, il finissait 9e. Et du coup, je vais vous dévoiler mon classement de la 30e à la 11e place. C'est pas très dur à déterminer après qui sont le top 10, sachant que vous savez déjà que Pacho est 9e dans mon classement. Donc on a McAllister, Guirassy, Bastoni, Rice, Wirtz, Cherki, Mbappé, McTominay, Lautaro Martinez,
Kane, Van Dijk, Marquinhos, Nuno Mendes, Gyökeres, Lewandowski, Olise, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz et Joao Neves à la 12e place. 11e, on l'a déjà dit, c'est Barcola. Et 9e, c'est William Pacho. Donc, sur les nominés, il en reste 9 à placer. On verra ça dans une future vidéo. Ça sera pas la suivante, ça sera sûrement celle d'après. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire qui tu aurais vu dans cette liste ou qui ne devait pas faire partie de cette liste. Je sais pas combien il y aura de vues sur cette vidéo, mais tout le monde aura un top 30 différent, je pense. Tout le monde aura un top 10 différent. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je réponds à peu près tout normalement. J'essaye de le faire en tout cas. Et donc sur ce, bah, on se retrouve très très bientôt pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur et qui sera vraiment très très spéciale pour le coup.